Alassane Balaza Kandé, président de l'Assemblée nationale, a entamé une tournée chez les responsables des partis politiques burkinabés. Les détails pour vous dans ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui 14 février 2019. Le président de l'Assemblée nationale a entamé une tournée dans les sièges des partis politiques du Burkina Faso. Et ce matin, Alassane Balaza Kandé a été reçu par les responsables de l'Union pour le progrès et le changement UPC, ainsi que celui du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Voyons cela avec Yannick Boré et Odette Zangina. À l'orée de cette année, le président de l'Assemblée nationale a initié une série de visites de courtoisie et de présentation de vœux aux différents partis politiques du pays. Dès lors, il entame sa tournée à l'Union pour le progrès et le changement, où la contribution de ses élus a été fort salmodiée à la grande joie du président du dit parti. Outre les vœux, Balaza Kandé est porteur de nouvelles au chef de file de l'opposition politique. Nous avons pris l'engagement au niveau de l'Assemblée nationale, diriger un siège pour le CEFOP, parce que nous sommes partis, on a vu les conditions dans lesquelles le CEFOP travaille. Vous savez très bien que le CEFOP est une émanation de l'Assemblée nationale et le budget du CEFOP, c'est l'Assemblée nationale qui donne. Donc à quelque part, nous avons jugé utile et nécessaire de permettre, en tout cas à cette institution de la République, de travailler dans de bonnes conditions. Mais je voulais tout de suite dire que le CEFOP n'a pas été demandeur. C'est clair, c'est net, c'est une initiative de l'Assemblée nationale. Pour Zéphirin Diablé, cette initiative est à saluer et à encourager. Le président de l'Assemblée nationale qui s'est déplacé dans le cadre d'une visite de courtoisie pour non seulement présenter ses vœux de bonnes et heureuses années, mais aussi s'entretenir avec l'UPC en tant que parti républicain, qui donc, a des députés donc, au sein de l'hémicycle qu'il a l'honneur de présider. C'est une marque de considération immense que je tiens d'abord à souligner et à saluer dans cette démarche tout à fait profondément républicaine, empreinte donc de respect vis-à-vis donc de l'UPC. Même son de cloche au siège du Congrès pour la démocratie et le progrès. Ce sont des députés qui représentent leur parti. Et nous avons estimé qu'il était intéressant de passer voir les responsables de ce parti pour leur dire quelle en tout cas la participation de ces députés à l'Assemblée nationale et leur dire merci également de leur contribution à l'édification de la démocratie. Nous avons apprécié à sa juste valeur cette visite de courtoisie, d'autant plus que nous avons un jeune président de l'Assemblée qui connaît son parti d'origine, c'est le CDP. Il a tout appris au niveau du CDP. Il est aujourd'hui dans une autre formation politique. Je crois qu'il y a un transfert de technologie. Le président de l'Assemblée nationale espère sur le soutien de ses partis politiques de façon générale, mais particulièrement de leurs élus à contribuer significativement à l'édification de la démocratie au Faso. Il attend de se faire poursuivre sa tournée chez l'ensemble des partis politiques ayant des représentants à l'hémicycle. Voilà, à la suite donc de cette visite, Zéphirin Diablé de l'UPC et Eddy Kombego du CDP sont au micro de Yannick Boré et de Odette Zangina. Pendant donc nos échanges, il a aussi tenu à nous informer de l'initiative qu'il a prise au niveau de l'Assemblée nationale de doter donc le CEFOP d'un nouveau siège. Comme il l'a si bien dit, ce n'est pas à la demande du CEFOP que cette décision a été prise, mais c'est sur l'initiative du président qu'il est et nous tenons à le saluer. Il a effectivement eu l'occasion de visiter donc le siège du CEFOP et de voir un peu les conditions dans lesquelles donc, nous travaillons, qui sont quelque peu spartiates. Et nous sommes heureux de constater que l'émanation de l'Assemblée que nous sommes donc, va bénéficier d'un nouveau siège qui permettra à l'ensemble des partis d'opposition d'avoir un meilleur cadre de travail. Alors, comme je lui ai dit en le taquinant, je suis non seulement heureux qu'il construise ce siège-là, mais j'espère avoir l'occasion, moi, de lui rendre visite à lui ou à ses camarades bientôt, dans le cadre d'une alternance. Puisque c'est ça aussi, en fait, ce n'est pas fait pour un individu. Nous sommes en démocratie et la démocratie rime avec l'alternance. Tôt ou tard, ceux qui sont dans la majorité aujourd'hui
tôt ou tard, seront donc dans l'opposition. Donc en faisant en sorte que l'opposition ait un cadre assez adéquat pour travailler, ils rendent service à l'opposition d'aujourd'hui, mais ils rendent aussi service donc à l'opposition de demain. Et cette vision-là est la marque d'une vision éclairée en sciences politiques. Vous savez que nous sommes un parti d'opposition, nous sommes inscrits au CEFOP, et nous avons apprécié également son esprit d'anticipation, de vouloir construire le siège du CEFOP. Ce n'est pas le pouvoir politique. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, mais nous voyons qu'il a un vrai esprit d'anticipation puisqu'ils savent qu'ils vont revenir au CEFOP en 2021. Après les élections de 2020, il faut bien qu'ils construisent leur maison et qu'ils réagissent leur maison. Sinon, nous avons abordé l'ensemble de toutes les questions, notamment la vie du Parlement. Nous sommes revenus sur le code électoral où nous avons estimé que le vote du code électoral n'a pas suivi tout le processus que nous aurions souhaité parce que la Constitution dit qu'il fallait un consensus. Le consensus a été battu en brèche. Nous avons souhaité qu'il soit permis cette année que l'on revisite cette loi-là dans l'intérêt général du pays pour que nous puissions organiser des élections transparentes, libres et inclusives en 2020. Le président Sakandé s'est dit ouvert, mais il n'est pas le seul acteur. Nous allons travailler dans ce sens et nous espérons que nous atteindrons les objectifs. Nous parlons de l'an 1 de Abdul Karim Sango à la tête du ministère de l'Agriculture, des Arts et du Tourisme. Dans ce journal, il était face à la presse mardi dernier afin de faire le bilan de sa première année à la tête de ce département. Moïse Kinda nous en dit plus. La vision imprime l'exigence du respect des règles de bonne gouvernance, le bilan des actions menées et les perspectives sont les différents points abordés à ce point de presse. Selon Abdul Karim Sango, son département s'est engagé à poursuivre 3 objectifs que sont la promotion de la diversité culturelle, la créativité et l'entrepreneuriat culturel, le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles dans les domaines de la culture et du tourisme. Au sein du ministère, il s'est agi de privilégier le dialogue social avec les représentants des travailleurs, notamment à travers leurs syndicats. J'ai instruit tous mes collaborateurs sur la nécessité de considérer le syndicat des travailleurs comme un partenaire véritable dont les droits doivent être respectés en les associant à toutes les instances de prise de décision. En retour, le syndicat a l'obligation de se considérer comme une partie du tout ministère et se constituer en force de proposition et non en force de contestation stérile. Cette situation, du reste, a permis de créer un environnement de travail paisible. Je n'ai pas corrompu les syndicats. C'est plutôt cette approche des choses qui a fait que nos rapports donnent l'impression que nous sommes un couple harmonieux. Ainsi, c'est avec beaucoup de surprise et de responsabilité que j'ai apprécié positivement la lettre de félicitations que le syndicat m'a adressée. C'est une première dans l'histoire de notre administration publique, où les autorités et les syndicats se regardent en chien de faïence. Dans tous les cas, je n'ai pas besoin de beaucoup de démonstrations. On est en plein là-dedans au Burkina. Après une année de fonction, on note 14 grandes activités menées dans le domaine de la culture et 5 au niveau du tourisme. Plusieurs acquis ont été engrangés, mais beaucoup de défis restent à relever et le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme compte investir beaucoup plus dans le domaine du secteur du tourisme pour les 2 années à venir afin de redonner une nouvelle relance dans ce secteur qui connaît un ralentissement. Au niveau du tourisme, nous allons promouvoir la destination Burkina Faso par la mise en œuvre de la stratégie marketing. Un grand problème que je constatais, c'est ça. Vous savez, le tourisme, un pays là, c'est comme un bien de consommation que vous vendez. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une stratégie agressive pour convaincre les gens que c'est nécessaire de venir vers le Burkina. Notre hospitalité légendaire, ça ne suffit pas pour séduire les gens. Donc il y a tout un travail. J'ai instruit l'ONTB à
accentuer tout son travail autour de ça. Nous allons, dans ce sens, procéder à la mise en place d'un mécanisme de facilitation d'accès au visa. Tous les pays qui ont fait ça ont vu que le nombre de visiteurs extérieurs a augmenté. Le cas le plus évident, c'est le Rwanda. Quand ils ont mis ce dispositif, le taux de visiteurs a augmenté de 22% en une année. Ça veut dire quoi? Vous êtes en France, vous venez venir à Ouagadougou, mais vous partez sur une plateforme internet, vous remplissez, tac, 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 vous tirez votre reçu, vous venez à l'aéroport de Ouagadougou, on vous met votre visa ici. Pour le prochain événement majeur, c'est la tenue de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Ce grand événement qui se tiendra du 23 février au 2 mars prochain marquera également le 50e anniversaire de cette grande manifestation cinématographique en Afrique. Chose annoncée, chose faite et c'est parti pour le recensement fiscal exhaustif des contribuables dans la région du centre. Le secrétaire général du ministère en charge des Finances a donné le coup d'envoi. Hier matin, 150 agents recenseurs auront la charge de répertorier les contribuables dans la ville de Ouagadougou, mais également dans ces 6 communes rurales. Yannick Aboré et Odette Zouangena nous en disent plus. Le top départ de la vaste opération de recensement fiscal dans la région du centre a bel et bien débuté ce matin. Le premier responsable du groupe IBG, accompagné de la Direction générale des impôts, simule ici un recensement de ce contribuable par le moyen des TIC pour ainsi vérifier la fiabilité des données. Sur le terrain, nous avons des agents recenseurs qui seront munis de terminaux mobiles et sur lesquels on a l'application qui déroule tout le formulaire pour avoir les informations sur le contribuable. C'est-à-dire que les informations du contribuable lui-même en tant qu'individu et ensuite son lieu où il exerce son métier. Donc on a des plans cadastraux aussi qui sont insérés sur le terminal qui permettent de savoir par exemple ici qu'on est à l'arrondissement 1, secteur temps, îlot temps, parcelle temps. On espère qu'il va aller dans le bon déroulement des opérations, surtout pour le Burkina, qu'on a besoin et qu'on vit de ça. L'élargissement de l'assiette fiscale ne peut se faire sans une maîtrise des fichiers et une amélioration des performances de recouvrement et de rentabilité des impôts et taxes, d'où tout l'intérêt de la Direction générale des impôts à piloter cette activité. Ça va nous permettre d'élargir l'assiette de l'impôt. Vous savez que dans notre économie, le secteur informel est très important. On parle de 70% en gros des contribuables qui relèvent du secteur informel. Ils ne sont pas tous connus de l'administration fiscale. Donc ce recensement va nous permettre justement de les connaître tous et de pouvoir leur réclamer l'impôt, chacun en fonction de son chiffre d'affaires, du volume de ses activités. Le ministère de l'économie, des finances et du développement compte sur les résultats de la DGI pour une mise en œuvre effective du plan national de développement économique et social PNDS. Je ne doute pas que ce recensement permette à la DGI de mieux gérer la population fiscale des régions du centre et des hauts-bassins et partant de déterminer les défaillants à relancer pour un regain de dynamisme dans le recouvrement des impôts et taxes pour l'État. À noter que ce recensement fiscal se tient par la même occasion dans la région des Hauts-Bassins et se poursuit jusqu'au 12 avril 2019. Dans l'attente de résultats palpants et promoteurs, Adama Badolo espère sur la détermination des agents recenseurs pour relever les défis de la dite opération dans la discipline, le respect de la déontologie et des citoyens. Et nous ouvrons la page de l'actualité à l'international. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto, qui avait contesté le scrutin présidentiel en octobre 2018 face à Paul Biya, a été arrêté le 28 janvier dernier. Il a été inculpé pour rébellion, insurrection
et hostilité contre la patrie. Octobre 2018, Maurice Kamto revendique sa victoire à la présidentielle camerounaise face à Paul Biya. L'opposant qualifie alors la réélection de celui qui est au pouvoir depuis 36 ans de hold-up électoral et l'appelle à organiser une transition pacifique. J'invite le président de la République sortant à organiser les conditions d'une transmission pacifique du pouvoir afin de mettre le Cameroun à l'abri d'une crise post-électorale dont notre pays n'a nullement besoin. Avocat et ancien ministre, le dirigeant du mouvement pour la reconnaissance du Cameroun a été arrêté le 28 janvier, 2 jours après des manifestations à Yaoundé et Douala. Selon le MRC, environ 200 de ses partisans ont aussi été interpellés après ce mouvement de protestation réprimé par la police. L'Union européenne a d'ailleurs dénoncé un usage disproportionné de la force par les autorités. Maurice Kamto est aujourd'hui inculpé pour rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. S'il est reconnu coupable, il encourt jusqu'à 20 ans de prison. En Belgique, une grève générale cloue tous les avions du royaume au sol. Suivez cet élément qui nous en dit plus. Tous les avions du royaume cloués au sol depuis hier soir. L'espace aérien belge est fermé pendant 24 heures. 100% des vols sont donc annulés. Comme ici à l'aéroport de Bruxelles, d'ordinaire bondé. Pour les rares passagers présents, il a fallu trouver une solution. C'est la compagnie qui a changé les billets. Et moi, je prends ici l'autobus et je pars à Rotterdam. Les passagers belges sont en effet obligés d'aller prendre leur avion aux Pays-Bas ou en France. À Lille, 3000 d'entre eux sont attendus aujourd'hui. On a dû faire un détour jusqu'ici. On a pris un taxi de Gand, notre maison, ici à Lille. Cette grève générale est la plus suivie depuis 20 ans. Ce matin, la Belgique tourne au ralenti. 3 syndicats ont appelé les salariés du secteur public, mais également des entreprises privées, à débrayer aujourd'hui. Des richesses ont été créées dans les entreprises. Elles sont essentiellement redistribuées vers les actionnaires. Nous demandons qu'il y ait un partage des richesses vers les travailleurs aussi. Le trafic ferroviaire est également très perturbé. Les syndicats demandent une augmentation des salaires, des allocations et des retraites. Dans les rues de Bruxelles, les poubelles ne sont pas ramassées. La grève générale s'achèvera ce soir. Le Venezuela s'invite dans cette édition. La crise a entamé des déplacés, certes, mais le plus marquant est celui des élèves. Des parents se voyaient obligés de traverser la frontière afin de scolariser leurs enfants en Colombie. Chaque jour, il faut plus de 2 heures de route pour que ces enfants rejoignent leur classe. Ils ne franchissent pas le pont pour se nourrir. Ces enfants vénézuéliens traversent la frontière pour étudier. Meker Palacio vit dans une ville située à quelques kilomètres de là, au Venezuela. Tous les matins, elle emmène sa fille et sa filleule à l'école. 2 heures de route pour rejoindre la Colombie. Le prix à payer pour que ses enfants puissent étudier. Au Venezuela, ils n'ont pas eu cours en janvier. Les professeurs étaient en grève parce qu'ils ne recevaient pas de salaire. Au total, 1200 enfants vénézuéliens étudient dans cette école très prisée. Nous avons reçu plus de 9000 demandes depuis le mois d'octobre et nous n'avons que 600 places disponibles. Il est très difficile d'être accepté dans cette école. Il faut insister pour obtenir une place. L'uniforme semble protéger les enfants des tensions politiques. Les soldats les laissent passer de l'autre côté de la frontière. Ils ont même la priorité sur le pont Simon Bolivar. Avec l'uniforme, les enfants peuvent éviter de faire la queue. Ils passent par la sortie normalement réservée aux personnes âgées. Sur fond de crise politique et économique, franchir la frontière pour étudier est devenu un luxe que peu de Vénézuéliens peuvent s'offrir. La date oblige, à la plus grande preuve d'amour date de plus de 2000 ans. Cela a été expliqué dans Jean le chapitre 3 au verset 16 en ces termes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique fils afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour et il nous tend son bras d'amour. En ce jour où les uns et les autres fêtent l'amour, recevons l'amour du Père manifesté en Christ Jésus. Ainsi s'achève cette édition. Bonne fête à tous ceux qui célèbrent l'amour. Bonsoir chez vous.